Tout d'abord, à vous remercier tous de votre présence pour cette conférence dont le thème est réchauffement, pollution et acidification. Que se passe-t-il vraiment en Méditerranée? Je tiens ensuite et bien évidemment à remercier M. Christophe Migon, notre conférencier, qui a accepté de venir nous apporter son éclairage scientifique à ce problème. Cette conférence, elle intervient dans le cadre d'une action plus générale que le club a décidé d'entreprendre cette année, pour sensibiliser le plus grand nombre au problème de la pollution de la Méditerranée. Donc il va y avoir 4 phases. La première phase, c'est aujourd'hui avec cette conférence. Il y a une deuxième phase qui a déjà commencé et qui consiste à des interventions auprès des élèves des classes de lycée et de collège de Sète. Il y a quelques semaines, il y a eu une première intervention qui a eu lieu devant les élèves du lycée Jérôme-Curie. Ce matin même, on est intervenu auprès de collégiens et de lycéens, allant de la 3e à la 1re, au lycée Saint-Joseph de Sète. Ça va continuer tout au long de l'année scolaire. Ensuite, la 3e phase, ça sera un loto qui va se tenir le 7 avril et dont les fonds serviront à financer nos projets dans cette action. Et la 4e et dernière phase va consister le 24 mai à un grand rassemblement de tous les élèves qu'on aura sensibilisés dans les lycées et des collèges, l'association des gardiens de l'eau, nous-mêmes, et que les bonnes volontés qui voudront bien se joindre à nous pour faire une collecte des déchets sur la plage, et là encore une action d'information du plus grand nombre. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marie-Josée qui va nous présenter notre conférencier, Christophe Migon, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonsoir à chacun, chacune de vous. Donc, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir M. Christophe Migon, et je vais me risquer à résumer en quelques phrases votre parcours professionnel si riche et brillant. Ouais. Je m'y entends. Donc, nous allons commencer par des études scientifiques à Nice, dans le beau cadre de Valrose que j'ai connu aussi, donc cadre merveilleux qui fait germer des scientifiques dans un beau cadre. Ensuite, vous avez poursuivi des études pour devenir enseignant-chercheur en océanographie. Et vous êtes actuellement à Villefranche, au sein du CNRS. C'est une unité mixte, c'est-à-dire que je dépends de l'université. Bon, bonsoir à tous. C'est une unité mixte, ce qui signifie que je suis universitaire dans un laboratoire qui est en relation avec, évidemment, la tutelle universitaire, mais le CNRS, un laboratoire d'océanographie dans lequel j'ai fait ma thèse, et qui dépend de l'université de Paris 6, puisque Paris 6 a des antennes un peu partout, ce sont des vestiges d'une centralisation très forte. Et il y a 3 stations marines, l'une à Roscoff, l'autre à Banyuls et la 3e à Villefranche. Voilà. Et nous sommes au bord de l'eau, et bon, il y a pire comme métier. Si ça peut inspirer des étudiants, je vous y engage vivement. Et donc, vous parliez de thèse, et vous avez rédigé une thèse, vous en avez dirigé plusieurs aussi, et dont le thème récurrent était toujours une étude de la Méditerranée. Merci. Dans mon cas, en effet, je suis assez spécialisé sur la Méditerranée, mais ce n'est pas nécessairement le cas de tous mes collègues. Beaucoup d'entre eux participent à des missions arctiques. Pour des tas de raisons, les milieux arctiques sont très, très intéressants pour l'océanographie, mais la Méditerranée l'est au moins autant parce que nous verrons ça très brièvement, mais c'est un milieu qui est tout petit, c'est une mer fermée qui subit beaucoup d'influences externes et qui a une particularité dans le temps de résidence des eaux profondes qui est très court, ce qui fait que si on veut étudier les effets du changement global, la Méditerranée est un milieu très intéressant parce que les processus ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus exacerbés. Si on voulait examiner
les effets du changement global, par exemple du changement climatique sur l'océan Atlantique, il y a un temps de réponse des eaux profondes entre 500 et 1000 ans, ce qui fait que ça ne serait pas le meilleur endroit pour faire ce genre de travail. Pour le bassin occidental, on a un temps de réponse de l'ordre de 15 ans et 70 pour le bassin occidental de la Méditerranée. Et bien entendu, on s'intéresse surtout aux eaux profondes parce que les eaux de surface sont sujettes à des variations à haute fréquence. Et les eaux profondes, leur évolution reflète réellement l'impact environnemental des activités humaines, par exemple des changements climatiques, sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc la Méditerranée, non seulement nous l'aimons parce que c'est notre Mare Nostrum, mais c'est également un site privilégié pour les études de changement global. Bon, donc au-delà de nos idées reçues et des constatations que nous faisons, tous les constats que nous pouvons faire quand nous voyons ces pollutions vraiment visibles, mais de façon béotienne, alors nous vous demandons aujourd'hui de nous emmener vers les rivages de la science, de façon rigoureuse et bienveillante. Merci encore. Merci. Bien, eh bien, merci d'être nombreux. Voici les grandes lignes de la présentation de maintenant. Et donc, on va commencer par revoir les questions de changement climatique et météorologique, parce qu'il ne faut pas les dissocier, l'un a un impact sur l'autre. Alors, on parle beaucoup en ce moment, presque un peu trop, on peut vraiment en parler, que sais-je dire, des changements climatiques. On ne va pas répéter ce qui est dit presque quotidiennement, mais par contre, il y a certains aspects du réchauffement qui sont peut-être un peu moins évidents, et je voudrais que nous les abordions. Alors ça, c'est le classique, le genre de choses qu'on voit régulièrement, qui montre quand même qu'il y a une évolution, et cette évolution n'est pas du tout quelque chose de naturel, parce que selon vous savez qu'il y a des variations, je dirais, cosmiques au niveau du climat, mais si on suit ces variations, selon, pour ceux qui veulent développer la théorie de Milankovitch, eh bien, on devrait plutôt aborder une phase de refroidissement. Donc le réchauffement est un fait avéré, ceci le montre, mais la situation est peut-être plus inquiétante qu'un simple réchauffement linéaire. C'est ce que nous allons voir très rapidement avant de passer à la suite. Alors ça, c'est pour montrer qu'il y a une situation qui s'est généralisée, même si parfois, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui se distingue, mais globalement, la tendance est extrêmement nette. Et j'attire votre attention sur certaines fausses informations qui seraient des contre-exemples, parce que je l'ai entendu parfois. Je dis, oui, mais la banquise antarctique s'étend de plus en plus. C'est vrai. Mais la banquise antarctique, c'est pas tout à fait une banquise. Enfin, il faut rappeler que l'Antarctique est un continent très vaste, et les fontes de la glace, la fonte des glaces, pardon, de l'Antarctique conduit à des déversements d'eau douce sur les rives de l'Antarctique, et c'est ça qui constitue l'extension de la banquise. Mais paradoxalement, l'extension de la banquise antarctique est le fruit et le résultat de la fonte des neiges continentales. Donc je close cette fausse information, et je pense que tout le monde est convaincu ici, le réchauffement est un fait absolument avéré. Et d'ailleurs, si il y avait encore des réticences, et d'ailleurs M. Allègre s'était souvent exprimé là-dessus en disant que ce n'est pas vrai, un volcan peut produire beaucoup plus de CO2 que les activités humaines. Je répondrai oui, et alors s'il y a une catastrophe qui détruit la Terre, eh bien, la question sera réglée. Mais hors catastrophe volcanique, le fait est que nous avons une augmentation du CO2, parce qu'on le mesure depuis 1955 à Hawaï, eh bien, ça, ce sont des variations saisonnières liées, donc c'est tout à fait régulier, mais l'augmentation, elle est réelle, et en 2007, on a atteint un niveau qui n'a jamais été atteint depuis des millions d'années. C'est-à-dire précisément depuis
des époques où l'activité volcanique était responsable de forts taux de CO2. Une précision quand même, parce qu'on parle beaucoup de CO2, il n'y a pas que le CO2 qui est responsable de l'effet de serre, et d'ailleurs qui n'est même pas majoritaire, c'est simplement que c'est le gaz dont l'augmentation de la concentration est la plus visible, mais il y a évidemment le méthane qui est très préoccupant, mais des protoxydes d'azote qui sont le résultat des activités humaines essentiellement, l'ozone et, alors ça on n'y pense pas souvent, il y a la vapeur d'eau. Bon, on ne va pas détruire tous les hammams pour des raisons environnementales, mais c'est quelque chose de très variable sur Terre, mais la vapeur d'eau joue un rôle très important dans ce domaine. Alors, le fait est que la banquise, par exemple, la banquise arctique cette fois, se réduit comme peau de chagrin. On a parlé récemment on a rappelé les expéditions Franklin de 1845 pour le passage du Nord-Ouest. Maintenant, le passage du Nord-Ouest existe parce qu'il est libre de glace et ça, c'est un fait réel. Alors pourquoi je reviens sur ce fait qui a déjà été abordé à la télévision de nombreuses fois? C'est parce que ça peut avoir une conséquence, plusieurs conséquences même, dont on ne parle pas toujours. La première, c'est celle-ci. Alors, nous avons une banquise et non pas un continent, c'est-à-dire que si cette banquise fond, les eaux de l'océan Arctique se trouvent soumises aux effets du soleil, au rayonnement solaire. Or, dans l'eau de mer, en surface, il y a de la matière organique dissoute. Sous l'effet des rayons ultraviolets, cette matière organique dissoute s'oxyde, se décompose, et l'oxydation de la matière organique, ça dégage du CO2. Alors ça, c'est quelque chose à quoi on pouvait ne pas penser, mais non seulement, ça veut dire, et c'est quelque chose sur quoi je reviendrai très souvent, et c'est ça qui est très préoccupant, c'est que le réchauffement engendre le réchauffement. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire des modèles prédictifs, parce que ce ne sont pas des phénomènes linéaires. Ça peut s'en aller, il y a des rétroactions pas toujours faciles à comprendre. Et d'ailleurs, il se passe quelque chose de similaire en dehors des océans, c'est la fonte du pergélisol sibérien. Vous en avez sans doute entendu parler, ça a été évoqué ces dernières semaines. Le pergélisol sibérien, ça représente une surface supérieure à la somme de la superficie de l'Allemagne et celle de la France. Et cette matière organique se décomposant parce qu'elle fond, elle dégèle, eh bien, ça devrait libérer environ 1 milliard de tonnes de méthane et ramener à la quantité, le méthane est certainement le gaz dont les effets sont le plus dangereux en termes d'effet de serre. Donc, ça, c'est un phénomène qui est probablement irréversible et extrêmement inquiétant. Une autre conséquence relativement inattendue de la fonte de la banquise, c'est que la banquise, vous savez, c'est blanc, et si c'est blanc, ça reflète la lumière, ça la réfléchit. C'est-à-dire que ça va changer ce qu'on appelle l'albédo de la planète, et l'albédo de la planète, c'est son pouvoir réfléchissant. Plus vous avez un albédo élevé, plus l'énergie solaire, le réchauffement, repart dans l'espace. Si vous avez une surface sombre, bon, d'ailleurs c'est très facile à vérifier, il suffit que vous soyez deux, le 15 août, l'un s'habille tout en blanc, l'autre tout en noir, on verra lequel des deux transpire en premier. Ce sera celui qui est habillé en noir sans aucun doute. Donc si vous avez un albédo qui vaut 0,30, ça signifie que 30% de la lumière solaire est émise, 70% est absorbée. Ça, c'est de l'énergie qui est absorbée, donc qui procède du réchauffement. Et ça dépend de la nature des surfaces. Alors évidemment, la neige, c'est parfait, c'est blanc, ça réfléchit la lumière, vous avez des déserts, et vous voyez qu'à chaque fois, on a des valeurs d'albédo qui diminuent, le pouvoir réfléchissant diminue, des prairies, forêts, les routes. Et d'ailleurs, il y a des gens
qui ont proposé, et c'est pas du tout idiot, que les routes ne soient plus noires, mais faire des routes claires. Ça présentera peut-être d'autres inconvénients, mais en tout cas, vu le réseau routier à l'échelle de la planète, c'est pas une mauvaise idée. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin, parce que 1% d'albédo, en plus, ça fait quand même une différence de 0,75 degrés, ce qui est beaucoup. Et, alors, bon, là je triche un petit peu parce que je compare la couverture glaciaire de l'hémisphère nord d'aujourd'hui à celle d'il y a 20 000 ans, c'est-à-dire la fin de la dernière glaciation. Enfin, bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et c'est pourquoi je délivre un petit message, si vous permettez. On parle beaucoup comment dirais-je, de voyages touristiques dans l'Arctique. Alors les gens, on voit les ours blancs qui maigrissent, on voit ceci, cela. Ça fait prendre conscience, on dit c'est très bien d'avoir un œil et tout. Mais c'est certainement une très mauvaise chose. Parce que les bateaux qui permettent ce genre de croisière, ce sont les bateaux diesel qui émettent des particules très énergétiques, très chaudes, et qui, surtout, sont noirs. Et donc, vous perturbez considérablement, enfin, quand je dis vous, j'entends, on perturbe considérablement l'albédo des régions que l'on visite. Alors, autant que possible, il vaut mieux voir ça à la télé. Bon, on ne va pas multiplier les exemples concernant le réchauffement. Le fait est, ça ce sont des données, peu importe leur nature, ce sont des données fiables, à haute fréquence, qui nous montrent que la température de l'océan global augmente. Ça, c'est un fait absolument incontestable. Et c'est également quelque chose qu'on observe en Méditerranée. Alors ça a été mesuré en mer Ligure. Autrement dit, c'est ce qu'il y a entre Nice et la Corse. C'est une région où nous avons un site qui est documenté depuis la fin des années 80. C'est une très longue série temporelle qui nous permet de comprendre pas mal de choses. Et on voit cette augmentation dans les eaux profondes qui est régulière. Là, on a un accident. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est dû à un changement de circulation marine qui lui-même est un résultat inattendu du réchauffement de la Méditerranée. Ce qui nous montre, ce qu'on doit retenir, c'est que parfois il y a des choses extrêmement inattendues, brutales, ce qui rend une fois encore la modélisation difficile, mais par contre, les modèles vont tous dans le même sens, vers le réchauffement. Alors, voilà la situation qui intéresse l'océanographe et aussi le climatologue, parce qu'on s'intéresse à la production primaire. Autrement dit, la production primaire, c'est la production biologique au premier niveau de la chaîne alimentaire. Autrement dit, c'est la photosynthèse liée au plancton végétal. Pour que cette production primaire se fasse correctement, et nous avons intérêt à ce qu'elle se fasse correctement, parce que ça signifie capter, piéger du CO2 atmosphérique, c'est celui qui est en excédent, pour le transformer en carbone organique, qui sera par la suite destiné à sédimenter plus ou moins vers le fond des océans. Le fond des océans, le sédiment océanique étant de loin le plus grand réservoir de carbone de la planète. Mais pour que cette production primaire se réalise correctement, encore faut-il que les substances nutritives nécessaires à la photosynthèse soient disponibles. Et la disponibilité de ces substances dépend de pas mal de choses, et en particulier d'un phénomène que nous allons voir et qui est directement lié aux conditions externes. Alors, sans véritablement déflorer le sujet, je pense que vous devinez que si on parle des conditions externes, ça veut dire que si on a un réchauffement qui va perturber ce fonctionnement, eh bien, il y a de fortes chances que ça perturbe la disponibilité des nutriments, qui elle-même va perturber la production primaire, autrement dit la photosynthèse. C'est ce que nous allons voir.
Et c'est ça qui rend la question aussi complexe qu'inquiétante. La Méditerranée est un site assez particulier, c'est un bassin d'évaporation, bon, ce qui en l'occurrence n'est pas tellement notre souci. Il y a beaucoup d'évaporation, donc beaucoup de densité, augmentation de salinité et par conséquent de la densité. Ça par contre, pour la suite, ça nous intéresse, parce que ça va intervenir dans ce processus que, si vous voulez bien, je vais vous décrire en 2 mots. Alors, pour ce faire, il faut comprendre, bon, peu importe toutes les initiales que les acronymes, vous savez que nous vivons une époque riche en acronymes, mais ce n'est pas la question. La Méditerranée se caractérise par l'entrée des eaux atlantiques qui sont moins salées, donc elles sont moins denses, elles sont en surface. Elles rentrent par le détroit de Gibraltar, elles se promènent, si je puis dire, d'ouest en est, et pendant ce temps-là, eh bien, elles contiennent des éléments nutritifs. Elles sont consommées, ces éléments nutritifs sont consommés, et ensuite, ça revient, une fois que ça touche le talus continental, ça revient vers l'ouest, et à cause du détroit de Sicile, on a une séparation entre les eaux de surface, les eaux intermédiaires et les eaux profondes. Ce n'est pas tout à fait notre propos, mais vous allez voir qu'il est important de retenir quand même cette circulation, et notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les questions des temps de résidence. Mais surtout, ça signifie que la Méditerranée montre un gradient en termes de productivité océanique, c'est-à-dire sa richesse. Le bassin occidental est plus riche parce qu'il y a plus de nutriments que le bassin oriental, qui est extrêmement pauvre. On appelle ça un site oligotrophe. Oligo, hein, tout le monde connaît, trophe. D'ailleurs, la Méditerranée est une mer très peu productive. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, les milieux arctiques. C'est pas pour rien que les pêcheurs vont risquer leur vie dans des eaux impossibles pour pêcher la morue. En Méditerranée, c'est beaucoup plus tranquille. Alors, donc elle est très peu productive, et conformément au gradient de substances, de ressources nutritives, eh bien, nous avons un gradient de productivité, le maximum de productivité étant par ici. Et je dirais même, dans la région qui nous occupe, celle-ci, le bassin algéro-provençal. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le résultat de cette circulation, c'est qu'on a un temps de résidence très court. Alors, pour la suite des événements, ça ne va pas tellement nous intéresser, si ce n'est que, je le répète, la Méditerranée est particulièrement adaptée pour faire des mesures, pour observer les changements liés à l'activité humaine et au réchauffement de la planète. Sachant que le réchauffement et l'activité humaine sont évidemment étroitement liés. Une autre caractéristique de la Méditerranée, c'est qu'elle est toute petite, notamment à l'échelle du transport atmosphérique. Où que vous soyez, vous n'êtes jamais à plus de 300 km des côtes. Et vous allez me dire, 300 km, c'est déjà pas mal. Mais le transport atmosphérique, c'est quelque chose qui a une échelle bien supérieure. 2 exemples pour illustrer mon propos. Les poussières sahariennes, vous savez ce qui salit vos voitures régulièrement, les poussières sahariennes peuvent suivre, enfin d'ailleurs c'est ce qu'elles font régulièrement, elles suivent les alizés pour traverser l'Atlantique et colorer les neiges des montagnes d'Amérique centrale. Donc vous voyez que la Méditerranée c'est rien pour ça. Deuxième et dernier exemple, dans les années fin 80, début 90, il y a un laboratoire de Grenoble qui a fait une découverte plutôt amusante. En faisant des carottages de glace au Groenland, ils ont trouvé des pics de forte intensité de cuivre, de forte concentration de cuivre, vieux de 2500 ans. Eh bien, ces concentrations élevées correspondaient à l'activité industrielle, si je puis dire, de la Grèce antique. C'est-à-dire que les Grecs anciens ignoraient l'existence du Groenland, mais ils l'avaient déjà pollué.
Et 500 ans plus tard, on observe un pic de plomb qui correspond aux activités de la Rome antique. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'autres exemples, les Tchernobyl pour commencer, les pluies acides en Scandinavie qui provenaient, enfin des nuages qui provenaient d'Allemagne, etc., etc.